Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue à Z sur 7, votre Z podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk pour vous, Christophe de Beukelaar, président des engagés bruxellois. Les citoyens, ils jugent la politique sur base des résultats. Et aujourd'hui, les résultats, c'est 0 à Bruxelles depuis 9 mois. 9 mois après les élections, toujours pas de gouvernement à Bruxelles. Pourquoi ce blocage ? Quel risque pour la capitale ? Olivier Mouton reçoit Christophe de Beukelaar pour mettre des mots sur une situation franchement hallucinante. Georges-Louis Boucher, président du MR, envisage la piste d'un gouvernement minoritaire. Mais est-ce réellement envisageable ? Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Tout d'abord, dire qu'on est dans un blocage qui est devenu complètement irrationnel. Donc, tant la thèse du Parti socialiste de dire, en fait, on ne peut même pas commencer à discuter avec la NVA parce que la NVA est un parti raciste où certaines expressions sont racistes ou d'inspiration raciste, les mots diffèrent. Mais c'est évidemment tout à fait irrationnel parce que la NVA, de un, est le plus grand parti en Flandre. Si à un moment donné il y a des problèmes de racisme, il faut les dénoncer et il y a la justice qui est là pour dire ce qui est légal et illégal. Et pour le reste, c'est un parti entièrement démocratique et donc on doit pouvoir négocier avec elle. Mais à la fois, la position du VLD, qui dit, en fait, moi, je ne rentre dans un gouvernement bruxellois qu'avec la NVA parce qu'on ne sait pas gérer Bruxelles demain sans la NVA parce que c'est le parti du Premier ministre, c'est tout à fait irrationnel aussi. On est tout à fait capable à Bruxelles de gérer cette région et de lui donner un avenir sans forcément avoir la NVA à bord. Oui, c'est ça, les exclusifs bloquent tout. Voilà. D'où l'idée du gouvernement minoritaire. C'est-à-dire, à un moment, on fait sans ceux qui bloquent. Voilà, c'est ça, parce que le pire, c'est le blocage. Vous savez, les citoyens, ils jugent la politique sur base des résultats. La démocratie sur base des résultats qu'elle donne. Et aujourd'hui, les résultats, c'est 0 à Bruxelles depuis 9 mois. Et donc, c'est très dangereux parce qu'en fait, au nom des grands principes que ces partis invoquent pour justifier leur posture politique, en fait, ils font juste le contraire, puisque ça pousse les gens vers les extrêmes et vers les populismes. Et donc... Et le désintérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent plus le film. Exact. Et donc, tout ça est très dangereux, tout ça est très grave pour la région bruxelloise, et donc, je pense qu'on a tout essayé ces derniers mois, franchement. On n'a pas ménagé nos efforts, des réunions dans tous les sens pour essayer d'amener les gens à la raison et de... Sans parler du fond, vous avez dit, c'était juste pour voir qui peut parler avec qui, en fait. Voilà, c'est hallucinant. On n'a jamais parlé de fond sérieusement avec une coalition depuis 10 mois à Bruxelles. Et donc maintenant, en fait, je pense que la seule manière d'en sortir, c'est d'en revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux à Bruxelles, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux groupes linguistiques, que ces deux groupes linguistiques viennent avec leur coalition et qu'ensemble ils forment un gouvernement. Et donc c'est ce qu'on propose de faire. Les minoritaires dans ce cas-là, parce que comme vous dites, il n'y a pas la majorité dans les deux groupes linguistiques. Comme on sait que les néerlandophones viendront probablement avec la NVA, eh bien du côté francophone, on va demander qui veut venir. Le PS a déjà dit qu'il ne viendrait pas. Écolo non plus. Défi, c'est moins clair. Et donc nous, on dit à tous ces partis francophones, avec le MR et les engagés, on dit écoutez, commençons à négocier. Voyons si on peut trouver un accord sur le fond, sans parler des personnes et des postures, et vient qui veut. Et ceux qui ne viennent pas, eh bien, on espère que vous aurez la décence de soutenir de l'extérieur ce gouvernement, alors qui sera minoritaire, pas parce qu'on l'aura souhaité. Nous, on veut un gouvernement majoritaire, mais parce que vous refusez de venir parler avec des partis qui sont démocratiques au niveau néerlandophone. Donc ça, à un moment donné, c'est vous qui devez assumer aussi et alors soutenir cette piste minoritaire. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr que ça va permettre d'aboutir, parce que eh bien, ça coince dans plusieurs partis, mais en tous les cas, nous, on va essayer jusqu'au bout. Moi, je refuse de mettre à la poubelle ce pourquoi les Bruxellois se sont battus pendant 30 ans, c'est-à-dire l'autonomie de la région bruxelloise. Et donc, je vais aller jusqu'au bout pour tenter de trouver des solutions. Comment vous le vivez personnellement ? Parce que vous êtes à la tête d'un parti qui a maintenant a fait une belle mue, qui est au pouvoir au fédéral et en Wallonie, qui se veut constructif, je pense, et qui est là face à un mur. C'est quoi ? C'est désespérant
différent. D'abord, c'est sûr qu'à titre personnel, c'est décourageant. Il y a un moment, on a envie de... Bon, moi, j'ai hésité. Je me suis dit, en fait, est-ce que ça vaut encore la peine de mettre toute cette énergie dans ce monde politique avec aussi peu de résultats? Si je mettais toute cette énergie dans une entreprise, dans un projet... du milieu que vous connaissez bien, on en parlera, ouais. Voilà, ou dans une association ou quoi, j'ai l'impression que j'arriverai à de bien meilleurs résultats. Alors bon, chaque fois je me rappelle quand même que la politique c'est important, c'est un acteur clé dans l'organisation de notre société et que bien sans doute j'ai quand même un rôle à jouer parce que je vois que les retours sont positifs et que les gens me soutiennent et donc j'ai envie de continuer. Mais c'est vrai que c'est décourageant et que ça ne grandit personne. Ça ne grandit personne qui est en train d'arriver à Bruxelles. Avec surtout une image qui est donnée à l'étranger aussi, qui est catastrophique. Quand vous devez attirer des grands investisseurs internationaux pour refaire vivre le site d'Audi Brussels, par exemple, je peux vous dire que les titres de presse... Ça, c'est un enjeu concret. Enfin, on parle d'une reconversion aujourd'hui d'un site important. Oui. Voilà, et où vous voyez ce qui se passe en géopolitique. Donc, il faut se positionner, il faut être capable d'aller porter la parole. Il y a eu la visite princière en Inde il y a quelques semaines. Bruxelles n'était pas présent. Plus de 300 entrepreneurs belges qui étaient là. Ils ont rencontré tous les grands investisseurs indiens, les pouvoirs politiques en place là-bas. Et nous, on n'est pas là. Bruxelles n'est pas là comme capitale de la Belgique et de l'Europe. C'est extrêmement grave et si ça peut durer 2-3 mois, ça va. Là, ça fait 10 mois, 9-10 mois et on n'est pas sorti de la crise. Donc les impacts sont majeurs sur notre économie. Oui, parce qu'on peut parler aussi de l'impact budgétaire. On sait qu'on dit souvent que Bruxelles est la région du pays qui est dans la situation la plus préoccupante et que donc des mesures doivent être prises d'urgence. D'urgence, donc là, la situation budgétaire bruxelloise, c'est quoi ? C'est environ 8 milliards de dépenses et environ 6 milliards de recettes. Donc ça fait un trou de 2 milliards chaque année. Structurel, quelque part. Ouais. Si on ne fait rien. Donc là, il faut évidemment aucune entreprise, aucun ménage ne peut gérer son budget de la sorte. Il y a eu un dérapage complet ces 5 dernières années, dont il y a des gens qui sont responsables aussi, il faut le dire. Il y a les partis politiques qui sont responsables de ce dérapage complet, parce que moi j'ai été pendant 5 ans dans l'opposition à Bruxelles ces 5 dernières années. On était plusieurs à tirer la sonnette d'alarme en commission, à convoquer les ministres, à faire des articles de presse en disant que la tendance était exécrable. C'est dû à quoi ? C'est pas que le Covid, parce qu'on sait qu'on a eu une période où on a dû intervenir et l'endettement a été généralisé, mais là il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les coûts de fonctionnement, les coûts de personnel ont augmenté de 40% en 5 ans. 40% en 5 ans, comment voulez-vous tenir là-dessus ? C'est des barèmes, par exemple, qui ont été modifiés, qui permettent d'avoir une échelle barémique qui va jusqu'à 40 ans d'ancienneté, au lieu de 25 avant, par exemple, et donc ça fait que les salaires augmentent naturellement. C'est un très grand nombre de services qui ont été créés, des bidules, des administrations qu'on a créées. On dit souvent qu'il y a des organismes pararégionaux à n'en plus finir à Bruxelles. On a délégué, en fait... Pendant mon rôle d'opposition pendant 5 ans, j'ai dénoncé ça et j'ai essayé de faire le cadastre. Il n'existe pas de cadastre aujourd'hui des organismes publics bruxellois. C'est ça, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, je posais la question à tous les ministres de savoir quels sont les organismes sous votre responsabilité. Et puis, je faisais mes recherches par ailleurs. Et en fait, je remarquais que les listings qu'on me donnait omettaient toute une partie des organismes. Et donc, on a fait du coup des propositions très concrètes pour changer ça dans tous les domaines, que ce soit le logement, l'eau, l'informatique, par exemple, le digital, un monde que je connais bien. Ouais. On a à Bruxelles le centre informatique de la région bruxelloise. On a l'administration informatique bruxelloise, c'est autre chose, donc ça c'est dans les services administratifs, il y a un département informatique, et puis il y a le centre informatique de la ville de Bruxelles, qui est 2 fois plus grand que celui de la région bruxelloise, ou beaucoup plus grand que celui de la région bruxelloise. Et donc, on voit là qu'on a tous des acteurs qui se marchent sur les pieds, dans un secteur où on sait que c'est les économies d'échelle, évidemment, qui permettent d'avoir des prix corrects. Et c'est dû à quoi ? C'est de la complexité institutionnelle, ou bien c'est on place ses petits copains sans être jadiste à
2 balles. Mais Voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus une envie délibérée de placer ses copains et de créer des bidules pour mettre ses copains. C'est pas ça, c'est un estompement de la norme, c'est une certaine, je pense, un certain manque de connaissance du secteur, une certaine paresse, parfois une certaine incompétence qui mène petit à petit en fait au développement de choses qui en fait feraient mieux d'être gérées de manière beaucoup plus cohérente. Mais ça veut dire qu'il y a du travail à faire, et ça veut dire que ça explique peut-être en partie la complexité de former un gouvernement. C'est qu'il faudra prendre des mesures peut-être difficiles aussi, non ? Alors c'est clair qu'il n'y a personne qui saute de joie pour monter dans ce gouvernement qui va devoir faire le rationaliser quelque part, les plans d'économie les plus drastiques depuis la création de la région bruxelloise. Maintenant j'espère que le cynisme ne va pas jusque-là, que certains ne sont pas en train de vraiment ne pas vouloir faire les réformes et tout bloquer pour éviter de faire les réformes. Je pense que beaucoup sont enfermés dans leur posture politique et n'arrivent plus à en sortir. Mais voilà, moi je suis un optimiste de nature. Je pense que il faut se battre. Et donc j'espère qu'on va quand même arriver à mettre les gens autour de la table pour une majorité gouvernementale. Alors on parle parfois d'une mise sous tutelle du fédéral. Certains se disent constitutionnellement c'est pas possible. À mon sens, ça l'est quand même si, en tout cas par la bande, si on implique des conditions financières, par exemple, qui soient conditionnées, c'est bien ça ? Voilà, donc en effet, la mise sous tutelle, il n'y a pas de mécanisme institutionnel qui permet de mettre sous tutelle la région bruxelloise. Par contre, ce qui est tout à fait possible, et je le disais déjà dans une interview au mois de septembre, dans le soir, où je disais c'est la survie de la région bruxelloise qui est en jeu, parce que si on manque d'argent à un moment donné, on ne fait pas les réformes nécessaires, il va falloir aller demander au fédéral de l'argent, des prêts, de l'emprunt, et là, le fédéral va dire, écoutez, on veut bien vous donner de l'argent, mais évidemment à condition que vous fassiez telle réforme, que vous agissiez de telle manière. Et donc ça, c'est quoi en fait ? Ça revient à quoi ? Ça revient à perdre l'autonomie de décision de Bruxelles. Pour laquelle on s'est battu, parce que dans les années 80-90, il a fallu aller chercher l'autonomie régionale avec les dents. Tout à fait. Et mes prédécesseurs, des Charles Piquet, des Benoît Serex, pour ne citer que, des Henri Simonet, enfin tous des gens comme ça, eh bien eux, ils se sont battus, évidemment, des Jacques Simonet, ils se sont battus pour cette région bruxelloise. Et donc moi, je veux pas être de ceux qui laissent tomber mais pourquoi pas par symbole ? Mais parce que Bruxelles est une ville où vivent plus d'1 million de personnes. Et si on laisse le pouvoir de décision au fédéral, à la Flandre et à la Wallonie de comment organiser Bruxelles, ça va devenir une ville de passage, ça va devenir une ville uniquement fonctionnelle au bénéfice des autres régions. Or, on a ce rôle de capitale de la Belgique et moi, je veux l'assumer et qu'elle rayonne à l'international et je veux être un acteur de ça. Mais c'est aussi une ville où il doit faire bon vivre, où les gens doivent avoir envie de poser leurs valises, de faire grandir leur famille. Et ça, ce sont des enjeux qu'il faut pouvoir combiner. Et sans une autonomie décisionnelle de Bruxelles, des Bruxellois, on va perdre ça. Et donc, moi, je vais me battre contre ça. Et quand j'entends certains déjà ne pas venir à la table des négociations et donc, en fait, risquer cette tutelle, ou d'autres semblant dire, en fait, cette tutelle, ce serait pas si grave parce qu'en fait, ça permettrait au fédéral de prendre des bonnes décisions. Non, les engager. Et moi-même, je vais me battre jusqu'au bout pour qu'on garde cette autonomie de la région bruxelloise. Et ça nécessite aujourd'hui de faire des compromis avec d'autres partis pour former un gouvernement. Oui, parce que Bruxelles, c'est un double modèle. En fait, c'est effectivement un modèle de ville où il fait bon vivre, et puis c'est un modèle de cohabitation, de représentation internationale. Donc il faut combiner ces deux dimensions en prenant des décisions qui soient... C'est pas simple, en fait. Voilà. C'est un équilibre. Et je dirais qu'il y a encore une troisième dimension, qui est aussi la dimension purement économique, création de richesse. On ne sera pas évidemment un grand pôle industriel parce que le carcan de la bruxellois, la typologie de cette ville ne le permet pas aujourd'hui. On dit souvent que la ville, en tout cas la région est coupée de son hinterland socio-économique. C'est-à-dire que les frontières administratives ne correspondent pas à son vivier socio-économique naturel. Voilà, j'ai publié un bouquin il y a maintenant 2 ans, et là-dedans je dis qu'en fait la logique rationnelle, ce serait d'élargir Bruxelles. Bien sûr, ce serait d'intégrer dans Bruxelles. On parlait même d'un corridor, vous vous rappelez. Et en fait, ça serait logique, mais parce que c'est la vraie logique économique, elle va là-dedans. L'économique est aussi de vie, et donc on doit pouvoir avoir un centre-ville très urbain et puis des terres en périphérie qui permettent. Mais c'est aussi pour la mobilité, par exemple. Ça sert à rien de mettre un parking de dissuasion à Anderlecht. Non, il faut le mettre en dehors de Bruxelles, en amont
amont, là où il y a des gares, à Wavre, à Auvresse, c'est là qu'il faut que les gens s'arrêtent, mettent leur voiture et puis rentrent dans la ville en train. Mais évidemment, si on n'a pas la main mise sur cet hinterland, on est dépendant de la Flandre et de la Wallonie pour prendre cette décision. Et donc c'est très difficile. Mais il y a une autre raison, c'est que vous savez que Bruxelles, et on le voit aujourd'hui, c'est toujours est toujours quand même animé par cette opposition entre les groupes linguistiques, néerlandophones et francophones. Eh bien, si vous faites une hinterland économique, que vous l'intégrez dans Bruxelles, eh bien, vous avez d'un coup beaucoup de néerlandophones qui deviennent bruxellois. Et donc, vous auriez vraiment une parité entre francophones et néerlandophones à Bruxelles, et vous auriez alors vraiment statut de vraie capitale, bilingue. Mais en même temps, on n'en parle plus de cet élargissement. Enfin, non, mais donc voilà, je ferme la parenthèse là parce que je veux pas que vous croyiez que j'y crois encore et que voilà. Non, je sais que ça n'arrivera pas, mais je pense que c'est quand même important de mettre ça sur la table par rapport à nos interlocuteurs néerlandophones et flamands aussi, en leur disant, écoutez, vos positions sont parfois en fait irrationnelles pour Bruxelles. Et donc, voilà, ça permet aussi de ramener un peu l'autre à la raison aussi parfois. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que certains n'aiment pas Bruxelles ? Enfin, c'est un des arguments du PS, de dire, au-delà du côté raciste de la NVA, c'est de dire, de toute façon, c'est un parti qui n'aime pas sa capitale. Voilà, mais non, donc ça, moi je m'inscris vraiment en faux, et aussi par rapport à certaines positions prises par mon parti par le passé. Moi, je pense que les néerlandophones, aujourd'hui, ils aiment Bruxelles, c'est leur capitale. Ils sont devenus d'ailleurs très bruxellois, enfin les néerlandophones de Bruxelles. Vous allez vous promener à Sainte-Catherine, etc. C'est des quartiers où les néerlandophones se sont vraiment, voilà, où ça parle beaucoup flamand dans les rues, et c'est très bien. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette volonté, en fait, il y a vraiment une identité bruxelloise qui s'est installée, où les gens ne se considèrent plus comme francophones, ou en tout cas comme wallons ou flamands, non, comme bruxellois, francophones, néerlandophones, surtout très polyglottes, multiculturels. Les Zinneke, comme on dit. Les Zinneke, tout à fait. Et donc, moi, je suis un régionaliste convaincu. Je pense qu'on doit vraiment inciter et accentuer ce fait bruxellois et continuer à le cultiver. Et donc, ne pas s'enfermer dans ces oppositions stériles du passé. Économiquement, est-ce qu'il y a une vraie inquiétude de dire des entreprises peuvent quitter ? Alors on parle de petites structures, vous l'avez dit, l'industrie, c'est plus ce rêve-là pour Bruxelles, mais est-ce que cette situation-là, elle est préjudiciable ? Pour ça aussi, les partenaires sociaux se sont mis ensemble pour dire qu'ils en avaient ras le gouvernement il y a un mois, je pense. Oui, c'est aussi un signal d'alarme que vous entendez ? Tout à fait. Donc moi, ce que j'entends vraiment auprès des entrepreneurs et des entreprises, c'est pas spécialement délocalisé du jour au lendemain, mais c'est tous les projets qui sont à l'arrêt, qui sont en attente, qui sont en incertitude, et donc du coup on n'engage pas, du coup on attend de voir ce qui va se passer, on attend de voir quelle décision va prendre ce gouvernement. Et alors, donc ça c'est un volet, et alors l'autre volet, c'est qu'on doit absolument, parce que l'économie de la région bruxelloise, elle génère beaucoup de richesses, mais je veux dire par rapport à son potentiel, il y a encore beaucoup à faire, et là il faut attirer des investisseurs étrangers à Bruxelles, alors ça peut être flamand, wallon, mais aussi étrangers, européens, mondiaux. Et ça, c'est un travail aujourd'hui qui est complètement à l'arrêt. Et l'image qui est donnée de Bruxelles sans gouvernement, en crise politique, avec ici et là quand même aussi, disons-le, l'arrivée des communistes au pouvoir, à certaines communes, voilà, et notamment Forêt, où on doit attirer des investisseurs étrangers. Le site d'Audi, voilà, dont on a parlé. Et quand un investisseur à l'autre bout de la planète, on lui présente des slides sur 3 sites d'investissement en Europe, et dont Audi Forêt, mais c'est un voyant rouge, et c'est pas pour le jeu de mots, de dire, là, il y a le PTB qui est au pouvoir, donc c'est très dangereux pour l'image de Bruxelles en général. Donc tout ça est très mauvais, et ajouter à ça l'insécurité, les problèmes de sécurité qui ont fait la une des journaux internationaux. Les fusillades à répétition liées au narcotrafic, pour faire court. Et donc, il faut un pilote dans l'avion, il faut un capitaine dans le bateau, il faut quelqu'un qui reprenne la main. Et donc, nous, on est entièrement prêts à le faire avec des partenaires. Donc, on doit arriver à cet accord de gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le gouvernement d'affaires courantes qui arrive à nous représenter à l'étranger et à être facteur d'attrait pour Bruxelles. Alors, Christophe de Beuckelaer, vous avez publié un livre, effectivement, avant les élections. De l'avoir lu, et je me souviens qu'il y avait des visions assez modernistes en fait, et notamment des accents un peu du genre Startup Nation. C'est un peu ça votre modèle, c'est-à-dire vous dites il y a moyen vraiment qu'on fasse quelque chose qui soit axé sur l'innovation, les technologies, un vrai modèle à développer en ce sens-là. Voilà, tout à fait. Moi je pense que j'ai cette vision de l'homme qui est en
perpétuel mouvement et évolution, et qu'on cherche toujours à faire mieux, à s'améliorer, à grandir en fait. Tout ce qui ne grandit pas stagne, et tout ce qui stagne meurt petit à petit. Et donc moi je pense qu'on doit vraiment être toujours dans cette dynamique-là. Et donc je pense que Bruxelles évidemment a toutes les qualités. On ne va pas devenir la première puissance industrielle mondiale. Par contre, sur les domaines de des nouvelles technologies, de la tech, là je pense qu'on peut vraiment être prendre notre part dans le jeu, être présent sur la carte mondiale. Mais ça demande évidemment non seulement un gouvernement qui y croit, qui a envie de mettre tous les signaux dans ce sens-là, ça demande des investissements, mais surtout aussi des réglementations qui permettent de le faire. Simplement, on ne va pas être la capitale de la tech si demain on n'a pas une 5G partout. On est les moins bien équipés aujourd'hui, et encore aujourd'hui la 5G ça devient une technologie du passé. Aujourd'hui on est sur la 6G et sur d'autres technologies. Donc on doit vraiment... Ça demande une feuille de route très claire sur ce chemin-là. Exactement. Et donc nous on a cette feuille de route. On a cette feuille de route tant au niveau de la tech, ça passe aussi par la formation, par l'éducation, ça passe aussi par l'écosystème. Vous savez, la France, on parle toujours de la French Tech, la France elle a investi 20 millions d'euros depuis 10 ans chaque année. Donc 20 millions d'euros par an pendant 10 ans. Évidemment, aujourd'hui, vous avez un résultat, avec un président qui incarne ça, et qui comprend la tech, qui va parler aux grands dirigeants de la tech. Et donc, évidemment, ça marche. Aujourd'hui, Paris est une place de la tech en Europe et même dans le monde. TechLeap, aux Pays-Bas, 50 millions d'euros d'investis en 3 ans. Donc c'est tout à fait majeur. Chez nous, Bitech, quelques entrepreneurs ont tenté d'aller chercher 5 millions d'euros sur 10 ans, ils n'y sont pas arrivés. Bon, ça montre bien qu'il n'y a pas de volonté. Oui, il y a quelques incubateurs qui ont le louable effort de travailler, mais c'est pas suffisant. Non, en fait. Et on a des talents, on a des gens qui sont, je vais pas nommer de nom pour pas en oublier, mais il y a des gens vraiment talentueux qui sont là, qui sont d'ailleurs souvent dans vos pages au niveau de vos magazines. Et donc, je pense que là, on a le terreau qui est là, mais il faut une volonté politique. Et je pense que la volonté politique, ça passe aussi par la connaissance. Et on doit avoir des personnes en politique qui comprennent ce que c'est ces nouvelles technologies, qui les utilisent au quotidien et qui puissent dès lors avoir un dialogue sain avec le secteur. Alors vous avez été aussi dans l'actualité à un moment pour quelque chose qui était plus anecdotique mais intéressant quand même, c'est que si je ne me trompe pas, vous faisiez payer en crypto-monnaie. C'était juste Tout à fait. Donc j'ai pris pendant toute l'année 2022 mon salaire en bitcoin. Pour être précis, et c'était pas un acte financier, c'était un acte politique. Moi je voulais attirer l'attention du public, du monde politique, du monde économique sur cette grande révolution financière qui est à l'œuvre. On va aller vers une finance décentralisée dont les crypto-monnaies vont être la base. C'est la monnaie... Vous y croyez aujourd'hui encore? Bien sûr. C'est la monnaie du digital. Et comme aujourd'hui le monde entier se digitalise, eh bien la monnaie va suivre. Et donc je pense que oui, on doit absolument être à la page là-dessus. Et comme j'ai organisé des conférences, j'ai essayé de convaincre et je voyais que ça ne s'ouvrait pas, que personne n'était attentif à ce sujet, j'ai posé un acte politique en disant, eh bien pendant un an, c'est inspiré du maire de New York qui a fait ça aussi, celui de Miami aussi, et donc j'ai dit je vais être le premier en Europe à prendre mon salaire pendant un an en bitcoin. C'est un acte politique, je dis pas à tout le monde de faire pareil, c'est comme je me suis aussi beaucoup battu par exemple pour le sans-abrisme, mais j'ai été dormir devant la résidence du Premier ministre pour rouspéter pendant l'hiver du fait qu'il laissait dormir des gens dehors pendant l'hiver, des mineurs dans la rue pendant l'hiver, et donc ça c'est un acte politique. Je dis pas à tout le monde d'aller faire ça, mais moi comme homme politique je dois pouvoir me mouiller, me retrousser les manches quand il y a des sujets qui me tiennent à cœur, et je pense que la question financière est essentielle. On voit bien ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, vous savez... J'allais dire, dans le grand chamboulement du monde, on l'a vu, Donald Trump, il a créé sa crypto-monnaie. Mais ce qui est très important que tout le monde comprenne, c'est que les crypto-monnaies, c'est pas Trump, les démocrates aussi, s'ils avaient gagné les élections, leur programme était axé là-dessus aussi. Ils ont publié des documents là-dessus, et donc maintenant, c'est parce que Trump a gagné qu'on dit les cryptos, c'est Trump. Mais pas du tout, les cryptos, c'est pas Trump. Trump, il l'utilise de manière intelligente et il a compris aussi que pour son pays, c'est un enjeu stratégique majeur. Et c'est pas nous qui le disons, c'est pas que les politiques, si vous regardez, que certains politiques, parce qu'il y a très peu de politiques qui le disent, quand Larry Fink, le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement mondial, qui pèse quand lui, il dit
le futur de la finance, c'est la tokenisation, et tokenisation, ça veut dire les crypto-monnaies, quand ils disent ça, on doit l'entendre. Et nous, en Europe, quand moi je parle Bitcoin, je parle crypto-monnaie, on me dit encore, ah oui, blanchiment d'argent et financement de terrorisme. Ou spéculation, allez, ou enfin, oui. Ben, on se réveille quand même, on va lire, on va comprendre de quoi on parle, même les économistes me disent ça aujourd'hui. Et donc, ça suffit, cette Europe craintive qui n'ose jamais aller regarder vers les nouvelles technologies. C'est ce qu'on disait d'Internet dans les années 90. Dans les années 90, en Europe, on disait, non mais Internet c'est dangereux parce que c'est pour financer le terrorisme et c'est pour blanchir de l'argent et c'est pour faire des activités illicites. Des prix Nobel de l'économie parfois disaient eh bien Internet est voué à disparaître parce qu'on ne peut pas transporter de l'image ni du son par Internet. Regardez où on en est aujourd'hui. Et donc je ne veux pas qu'on soit ceux qui de nouveau ratent le train, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Internet ? Les grandes entreprises se sont développées aux États-Unis, ailleurs, et aujourd'hui viennent piller nos données, et on en est entièrement dépendant. Voilà, les GAFAM, on en est entièrement dépendant. Donc si on veut pas que ça arrive dans le monde financier, on ferait mieux de se réveiller, de prendre les choses en main. Les États-Unis, ils vont faire une réserve fédérale de Bitcoin, une réserve stratégique, parce qu'ils estiment que tout comme l'or, ils ont besoin de Bitcoin demain pour être robuste sur le plan financier international. Du coup, et nous, l'Europe, on est encore à l'âge de pierre. Là. Du coup, est-ce que vous comprenez peut-être différemment la logique de Donald Trump aujourd'hui? On sort d'une semaine où il a annoncé son Liberation Day avec des droits de douane, etc. Est-ce qu'il y a une dimension que vous comprenez ou vous dites aussi il y a une espèce de fuite en avant irresponsable? C'est sûr que je pense que Donald Trump est quelqu'un qui a un côté très fantasque, mais a aussi un côté stratège. Et donc, je pense que Donald Trump, il est en train de se rendre compte que si, avec l'endettement des États qui est énorme, aujourd'hui, le dollar et l'euro sont en grand danger, et qu'on n'est pas sûr que dans les décennies qui viennent, il pourra continuer à avoir ce dollar américain avec lequel il contrôle toute une partie du monde, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Le dollar américain est l'arme, la puissance principale des États-Unis, et il est en train de voir petit à petit cette arme-là être mise en danger, et donc il prend alors toute une série de décisions, tant sur son commerce extérieur que sur sa monnaie, pour tenter de retrouver un leadership. Alors, je suis pas économiste, j'ai encore du mal à vraiment voir exactement vers où il va, je pense que toutes les théories là divergent, mais ce qui est sûr, c'est que on ferait mieux d'avoir au moins une stratégie européenne, parce que si pour l'instant on est uniquement en réaction par rapport à la stratégie des États-Unis, et ça c'est extrêmement dangereux. Et on est aujourd'hui encore beaucoup trop dépendant dans toute une série de domaines, notamment la défense, ça a été mis en exergue, mais la défense c'est F-35, parce qu'on en parle beaucoup de ces avions de chasse qu'on achète aux États-Unis, et donc les États-Unis peuvent décider aujourd'hui de faire décoller ou pas ces avions de chasse, donc on est entièrement dépendant d'eux, mais ça fait des années, il y a 5 ans, 6 ans, vous devez regarder les interventions, notamment de Georges d'Allemagne, mon collègue chez les engagés, qui alertait sur ces risques. Et donc, c'est un des grands problèmes, et j'en parle beaucoup dans mon livre aussi, c'est comment faire en sorte que les hommes et les femmes politiques puissent rendre des comptes par rapport à leurs décisions, puissent être beaucoup plus responsables de leur prise de décision. Parce que aujourd'hui, c'est un gâchis énorme, et moi, je veux aussi que les hommes et les femmes politiques qui aujourd'hui me décrédibilisent, par exemple, sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, eh bien, dans 10 ans, viennent rendre des comptes par rapport au retard qu'on aura pris par manque de vision d'avenir. On a eu cette semaine-ci aussi une grève nationale qui s'inscrit dans ce que les syndicats appellent un marathon social dont on ne voit pas très bien où il va nous mener non plus. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous dites, là aussi, on est en train de ne pas comprendre qu'il faut bouger, réformer? D'abord, il faut avoir beaucoup de compréhension et d'empathie et de vraiment être à l'écoute de ces colères et de ces craintes et de ces peurs, parce qu'elles sont véridiques, elles sont là. Et alors, je pense qu'elles sont beaucoup instrumentalisées aussi par certains, ça c'est certain. Et donc, on doit aller en dialogue. Ça, je pense que c'est très important. Et moi, je me réjouis de voir nos ministres, par exemple Jean-Luc Cruc ou Vanessa Matz, dans leurs compétences, aller au contact, aller à la discussion avec les syndicats, parce que moi, je crois à la concertation
concertation sociale en Belgique, et je pense que ça amène du bon, et donc il faut maintenir ce système-là. Par contre, il faut aussi avoir des syndicats qui soient vraiment défendeurs, pas des droits acquis uniquement dans une logique très conservatrice. Il faut aussi pouvoir voir comment faire évoluer le modèle et défendre vraiment... vous avez une entreprise, c'est des patrons et c'est des employés, mais c'est ensemble qui font l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et de plus en plus, d'ailleurs, cette logique horizontale est à l'œuvre. Ouais. Mais donc, il faut retrouver ce qui est à l'origine de cette concertation sociale, c'est la recherche commune de prospérité et pas une opposition bête et méchante qui, en fait, ne fait que tout éteindre. Et donc, ici, ce qui est sûr, c'est quand même qu'on a commencé à voir les manifestations, etc., avant même que les choses soient décidées ou avant même que les éléments concrets soient sur la table de l'Arizona, on voit bien qu'il y a eu de l'instrumentalisation et que certains ont voulu faire du jeu. Maintenant, aujourd'hui, je pense que tout le monde doit comprendre qu'on ne peut plus continuer sur cette voie. Je vous ai donné les chiffres de la région bruxelloise, je les connais bien. Quand on perd, quand on a un trou de 2 milliards par an sur un budget de recettes de 6 milliards, c'est tout à fait gigantesque. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, oui, des décisions fortes doivent être prises. La fonction publique doit se rénover en profondeur. Il va falloir revoir le statut des fonctionnaires. Il va falloir revoir toute une série d'organismes aussi. Et ça, c'est le rôle du politique, dire aussi ce qu'on arrête de faire. Parce que demander à tout le monde de continuer à faire la même chose, mais avec moins de moyens, et à un moment donné, on va arriver à la limite. Et donc, il va aussi falloir dire, oui, ça sont des services publics qu'on a rendus jusqu'ici, mais qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus rendre. Pour se reconcentrer sur l'essentiel, permettre aussi la simplification administrative, que tout aille plus vite et que l'économie puisse se régénérer, reprendre, et alors, de nouveau, avoir les moyens pour se développer. Mais voilà, ça va faire dans cet ordre-là. Aujourd'hui, on ne va pas échapper à des coupes qui vont faire mal, et on va essayer de faire ça en la plus grande concertation possible, le plus intelligemment possible, par étapes, mais il va falloir le faire. Et à Bruxelles, il faudra bien sûr un gouvernement pour y arriver. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode du Z-Podcast. Demain, dans l'info à ne pas manquer, focus sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump et ses conséquences pour l'Europe et la Belgique. Nous vous souhaitons un bon dimanche. À bientôt. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.